Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors, on se retrouve aujourd'hui tout simplement pour un numéro qui n'a pas été, qui ne sera pas en direct, hein, mais qui est enregistré, étant donné que voilà, je suis absent en ce moment et puis je ne pouvais pas faire le rendez-vous agri, mais je voulais pas vous faire manquer ce rendez-vous que vous appréciez. Et je me trouve ici au LFD, donc c'est les journées de la ferme digitale. Donc voilà, ça s'est passé aujourd'hui. Là, je suis en train d'enregistrer à la fin, tout simplement, et je vais vous faire présenter différentes startups, différentes organisations pour vous montrer un peu ce que j'allais dire les startups peuvent nous aider à faire en agriculture. Alors il y a des choses qui sont j'allais dire en étude, en mise en fonctionnement prochaine, mais il y en a aussi qui sont déjà en place actuelles, qui peuvent vous aider dans votre exploitation, que ce soit en production animale, que ce soit au niveau du matériel, au niveau de la pulvérisation, on va le voir aussi. Donc il y a vraiment différents sujets. Alors je vous rappelle que ce numéro est visible bien entendu sur YouTube, voilà, en direct en ce moment, vu qu'il est diffusé sous le mode direct, donc vous pouvez tchatcher entre vous. Vous l'avez aussi bien entendu en podcast, et donc vous pourrez le retrouver en podcast et aussi maintenant sur Spotify. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les podcasts de Spotify et demander rendez-vous agri, ou sur iTunes ou sur toute autre station de podcast. N'hésitez pas à y aller. Et je remercie aussi bien entendu mes partenaires qui sont AgriZone, Ternet aussi pour la diffusion, et puis Isagri, voilà, qui m'a donné aussi un petit coup de main pour choisir donc parmi ces startups et choisir le sujet qui vous intéresse. Donc voilà, je vous laisse donc avec mes différents invités. N'hésitez pas, voilà, aussi à mettre un petit commentaire si vous pouvez, et surtout une note sur iTunes ou alors sur toutes les plateformes pour m'indiquer que vous appréciez. Ça me fera vraiment plaisir. Allez, je vous laisse. C'est parti. Bonjour Hervé. Bonjour Thierry. Alors, est-ce que tu peux me présenter en tant que parrain ce qu'est exactement la ferme digitale? Alors, la ferme digitale, c'est une association qui a été créée, ça, je ne sais plus, 3 ans, 4 ans, ça passe tellement vite, je ne me souviens plus, par 5 startups à l'époque. Il en reste 4 des membres fondateurs maintenant. Équilibre, Winat, Agriconomie, Mimosa, ça avait été fait au départ pour prendre un stand commun au salon d'agriculture et essayer d'animer un petit peu une communauté de startups dans l'agriculture. Alors dès la première année, ce qui m'avait fait très plaisir, ils sont venus me chercher pour être le parrain de la ferme. Donc je me suis investi avec eux et on a été rejoint par je pense dans un premier temps 6 ou 7 autres, on a monté une douzaine et maintenant on est à 40. On a ouvert depuis à un autre collège qu'on appelle le collège des amis, c'est-à-dire que ça c'est des entreprises qui sont innovantes mais qui sont plus des startups et qui ont envie d'être là. Et là maintenant on s'ouvre aussi à des institutions scolaires, ingénieurs ou pas, qui sont aussi dedans pour permettre là du coup d'être au contact des jeunes qui sont des futurs pépites peut-être dont l'agriculteur a besoin. Donc, et puis aussi de créer une communauté d'acteurs entre les agriculteurs et ces startups. D'accord, donc à l'origine, c'est bien une idée de regroupement comme on le fait en agriculture. Totalement. En disant on va se réunir pour pouvoir faire des économies d'échelle sur un stand. Totalement. Voilà, et puis de fil en aiguille, ça s'est entraîné. Alors là, on est Palais de Diana, c'est quand même quelque chose d'assez immense. Il y a un monde fou. Alors moi, je me rappelle la première LFD qui s'était passée. À Luma, il y avait un monde fou aussi, ouais. Mais c'était très serré et ça n'avait pas du tout la même dimension. C'était un petit peu la cacophonie. Ouais, mais c'était sympa. C'était les débuts aussi. Je pense que ça laisse une belle image. Alors l'objectif maintenant, donc, c'est de pouvoir ouvrir aussi la porte à d'autres startups, leur donner un coup de main, peut-être les conseiller un peu, totalement. Là, faire rencontrer c'est d'abord un énorme lieu d'échange. Le LFD, c'est un lieu d'échange. Alors, il y a évidemment des présentations, des tables rondes, des keynotes, des choses, mais c'est d'abord créer du lien, créer du contact, également avec les partenaires de la ferme digitale, Crédit Agricole, Web, Groupama, qui sont Réussir, le groupe Réussir, qui sont les grands partenaires de la ferme. Donc, tout ça crée une communauté où on retrouve tout le monde agricole, du monde étudiant jusqu'à tout ce qui entoure l'agriculture, c'est de créer effectivement cette communauté qui s'ouvre également de plus en plus vers l'international. D'accord. Alors, tu me parles justement d'international. Alors, tu es aussi, j'allais dire, proche des pays africains, par Digital Africa, entre autres. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est ?
Alors Digital Africa, c'est aussi une association créée il y a 1 an. On l'a initiée à Vivatech, on l'a réellement créée au mois d'octobre et elle est réellement opérationnelle depuis quelques semaines à Vivatech de cette année. Mais c'est né comment? C'est né du discours du président de la République à Ouagadougou, à la jeunesse africaine, où il trace une véritable feuille de route pour la France, pour son quinquennat sur l'Afrique. Et là, dans les axes qu'il ouvre, il y a un axe fort sur le digital. Il y en a un autre sur l'agriculture et également sur l'éducation et l'inclusion des femmes. Les femmes vont jouer un rôle considérable dans le développement de l'Afrique, l'ont toujours fait, mais dans les années qui viennent. Et il sollicite la création de quelque chose pour porter une certaine idée du digital sur l'Afrique qu'on a voulu baser sur les communs, c'est-à-dire sur le partage de valeurs, beaucoup basé sur l'open source. Qui est un peu différent de ce qu'on peut voir venant d'autres pays, quoique c'est quand même aux États-Unis en train de se généraliser ce genre de choses. Et à la création de Digital Africa, qu'il a confié à la fois à l'AFD et à des membres de son conseil présidentiel qu'il avait créé dès qu'il était élu, Karim Sy qui avait été à qui il a demandé de créer ça. Je connaissais par avant, c'est venu me chercher pour monter un cluster agriculture, alimentation, ruralité au sein de Digital Africa. Sur quoi on s'est employé depuis en tâtonnant un peu, mais on a une plateforme sur laquelle n'importe qui, tu peux mettre, par exemple, t'inscrire agriculture d'aujourd'hui sur la plateforme Digital Africa, apporter des expériences, peut-être faire émerger des initiatives de la même façon dans tel et tel pays. On parle de l'Afrique, mais c'est pas un pays, c'est un continent. Donc, il peut y avoir un besoin dans tel et tel pays. Il y en a déjà. Mais c'est de créer là aussi peut-être des communautés d'acteurs, d'échanges, d'expériences. Je parle de ce domaine-là parce que c'est le tien, tu le connais, mais c'est un des buts qu'on veut développer. Donc ça, c'est la plateforme doit servir à ça. Et aussi, on labellise déjà des événements. C'est comme ça que le dernier Agri Startup Summit auquel tu avais participé la première année était labellisé Digital Africa. Le stand de la ferme digitale au sein de l'agriculture était labellisé Digital Africa. On avait 10 startups africaines sur le stand et on a eu une journée d'animation sur la problématique. On va en faire d'autres. Le Sahara à Abidjan, le grand salon de l'agriculture d'Afrique de l'Ouest, au mois de fin novembre. Le pavillon France, la France est l'invité d'honneur. Le pavillon France sera labellisé Digital Africa. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. On va mettre un peu plus de temps à le construire. Dans l'idée, j'ai déjà fait plusieurs visites là-bas, sur le modèle de l'AgriLab monté par Unilassal à Beauvais, de créer ce genre de lab dans des pays qui le vaudront bien, parce que je pense que c'est par là aussi qu'on arrivera à trouver des solutions pour le développement de cette agriculture qui finalement n'est pas si différente de la nôtre, non pas dans les pratiques, mais dans les objectifs qu'on doit y mettre. D'accord. Et donc ça va permettre de créer une émulation, un encadrement aussi pour j'avais vu des startups qui partaient sur des idées aussi nouvelles pour l'Afrique, parce que ils n'ont pas du tout la même structuration, j'allais dire, que nous. Donc, quelque part, c'est pouvoir les aider aussi à rayonner un peu sur l'extérieur et à se développer eux-mêmes. Alors, les aider, mais nous aider aussi. Il y a des points sur lesquels ils sont beaucoup plus en avance que nous. Eh ben là, c'est mon téléphone qui sonne. L'erreur, c'est pas grave. Voilà, je coupe. Alors, tu disais les aider, mais nous aider aussi. Alors, les aider, mais nous aider aussi, parce que si on prend par exemple le mobile banking, chez nous, c'est pas développé, ça existe quasiment pas. Là-bas, c'est très développé. En fait, les Africains sont très peu banquilisés. Ils ont du cash, notamment dans les pays francophones, le franc CFA. Et là, ils sont en train de passer directement
à la mobile money. Orange, par exemple, qui est un acteur important dans l'Ouest africain, a des Orange Box un peu partout. Le moindre village a un kiosque Orange où ils peuvent aller échanger avec leur téléphone de l'argent, du cash, et commencer à en mettre aussi dans les magasins. Donc ça, c'est un domaine, par exemple, sur lequel il y a des choses très pragmatiques qui sont faites là-bas qui n'existent pas chez nous. Ils avaient un certain retard sur certains niveaux et donc ils prennent de l'avance parce qu'ils vont passer outre. C'est ce qu'on appelle le leapfrogging, le saut de grenouille. D'accord. Ils passent pas par les étapes par lesquelles on est passé. Ils passent directement d'un point à l'autre, ce qui est logique. Et dans certains domaines même techniques agricoles, j'ai pas d'idée comme ça, j'en ai pas vu, mais je suis convaincu qu'on verra des choses comme ça. Alors, évidemment, on va aussi apporter un certain nombre de choses, mais je suis sûr que ce qui va se construire, c'est un véritable échange d'entrepreneurs. D'accord. Ok, donc il y a, j'allais dire, à donner, mais à prendre aussi. Ah ben totalement. Faire un échange. L'Afrique s'en sortira vraiment le jour où on considérera les Africains comme des entrepreneurs, comme chez nous, qu'on aura les mêmes échanges qu'on peut avoir avec des Américains, avec des Chinois ou autres. D'accord. Bon, merci Hervé pour cette explication. Merci Thierry. Voilà, alors je continue le rendez-vous agri, alors avec un capteur un peu spécifique. Alors bonjour Pascal. Bonjour Thierry. Alors est-ce que tu peux me présenter ta société? C'est Kiko, c'est bien ça? Alors ma société s'appelle Go4IoT. Voilà, j'en suis le fondateur. Et Kiko, c'est notre produit. Kiko by Go4IoT. Ok, ça marche. Alors en quoi consiste ce produit? Alors Kiko est un objet connecté, complètement autonome, intelligent. L'idée, c'est de venir le fixer mécaniquement d'une façon inamovible sur un engin agricole pour le protéger contre le vol. On vient le fixer mécaniquement et on vient l'armer et le désarmer avec une application. À partir du moment où il est armé, dès qu'on va détecter un mouvement suspect, on va envoyer des alertes. Email, texto, notification. L'idée, elle est toute simple. Plus on alerte tôt, plus on a une chance de retrouver le matériel. D'accord. C'est ce qu'on appelle un tracker, quoi, j'allais dire, dans le grand public. Mais ça a peut-être des particularités. Alors. Ouais, c'est ça, c'est ça. On est plus qu'un tracker, en fait. Aujourd'hui, Kiko est proactif, c'est-à-dire que dès qu'il va détecter le mouvement, il va communiquer. Aujourd'hui, ce qui existe sur le marché, il faut en général d'abord constater le vol, et puis dire, tiens, mais mon engin est connecté, donc je vais savoir où il est. Là, c'est Kiko qui dit, on est en train de me voler. D'accord. Et parce qu'aujourd'hui, le temps entre le constat du vol et le moment du vol est souvent utilisé pour passer la frontière. D'accord. Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast ou simplement, j'allais dire c'est grand comme une petite boîte à camembert. Comme un détecteur de fumée. Voilà, un détecteur de fumée. Donc ça se passe par des vis fixées sur une armature à l'intérieur d'un tracteur, d'un outil. Exactement, j'aime bien le mettre en extérieur, hein, c'est complètement étanche, IP67 pour les connaisseurs. On est résistant au choc, IK10, pareil pour les connaisseurs. Et on fournit un kit de montage qui le rend inamovible. C'est des écrous sécables. Dès qu'on vient les visser, à un moment donné, ça se casse. Et seule façon de l'enlever, c'est la meuleuse. Ah d'accord. Ok, donc ouais, quand c'est fixé, en principe... C'est fixé. C'est fixé. Et si jamais quelqu'un veut venir le bouger, on va s'en rendre compte aussi éventuellement. Exactement. Dès qu'on va taper dessus, il va envoyer des alertes. Voilà. Dès qu'on essaye de meuler, les vibrations nous permettent d'envoyer des alertes. Voilà. On sait vraiment différencier l'agression du mouvement naturel. Et d'accord. Alors donc le rôle, c'est vraiment de vérifier en cas de vol. Ouais. Ça peut se mettre sur n'importe quel outil. Les agriculteurs, ils utilisent pourquoi en général? Du tracteur à la charrue, à la moissonneuse-batteuse. Vraiment, on n'a pas besoin d'énergie. Voilà, donc on peut être vraiment complètement autonome. Une remorque. En général, ça a du sens sur les tracteurs parce qu'il y a une valeur financière, mais également sur du matériel qui n'est pas utilisé régulièrement, donc qui va être stocké. Et souvent, on se rend compte qu'il est volé des semaines ou des mois après parce qu'au moment de l'utilisation. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que là, on va globalement être averti dans la minute qui suit que le matériel est en train d'être volé. D'accord. J'allais dire, ça a quel coût ça pour un agriculteur? C'est un abonnement, c'est un boîtier acheté? Alors justement, on a écouté nos clients du monde agricole et également du monde BTP parce qu'on propose dans le BTP et on offre la solution sans abonnement. Le prix de base aujourd'hui est très, très simple, 350 € hors taxe, tout inclus. Voilà, il n'y a pas d'abonnement supplémentaire à rajouter. C'est un produit qui est garanti 2 ans voilà, et fabrication française. Et la durée de vie normalement de cet appareil? C'est la batterie qui va faire la durée de vie. Moi, je m'engage sans problème aujourd'hui sur 5-6 ans de durée de vie. Voilà. Ok, donc j'allais dire à peu près la durée de vie d'un cycle d'un tracteur quand on l'achète récemment, après on le revend. Bon, voilà, pas de possibilité de le recharger par la suite ou. En fait, si, l'autonomie d'1 an, on a un petit connecteur ici. On fournit dans le kit, on fournit le cordon de 3 mètres
qui permet de le brancher sur l'allume-cigare, sur une batterie externe, et c'est reparti pour un an en termes d'autonomie. On rebranche un coup de temps en temps. Exactement. Et puis c'est tout. On a l'information en plus avec l'application. Dès qu'on passe les certains niveaux, on est en alerté. Attention, on a consommé 50% de la batterie, 30% de la batterie. Donc on n'a pas de surprise par rapport à ça. D'accord, donc ça prend en compte les déplacements qui vont être faits. Alors comment on indique aussi, j'allais dire, on pourrait avoir des alertes intempestives si jamais on monte dans son tracteur et puis qu'on va l'utiliser. Bah oui, à ce moment-là on dit tiens, j'ai oublié de désarmer le Kiko, je le désarme avec l'application, tout simplement. D'accord. Et si on oublie de le réarmer parce qu'on a une urgence, en fait on a embarqué de l'intelligence également et là il va se réarmer automatiquement en informant son propriétaire, son utilisateur. Hop, Kiko s'est réarmé. Voilà. Ok, donc parce que j'allais dire, on n'a pas que ça à penser. Éventuellement, on va rentrer, on oublie de le réenclencher. Lui se réenclenche. C'est un petit peu comme votre alarme de maison. Si elle était capable de détecter que vous êtes parti, que vous avez pris la voiture en disant tiens, mon propriétaire, mes occupants sont plus là, hop, je me réenclenche automatiquement. Et alors, ça se passe sur, j'allais dire, sur une plateforme, sur ordinateur ou sur une application? Les deux. Les deux? Les deux, Thierry. Voilà. D'accord. Et on n'est pas du tout appairé au téléphone. Donc la personne peut se faire voler ton téléphone. Voilà. On communique sur une base de données et on envoie les informations à partir de la base de données. Donc il n'y a aucun risque par rapport à ça. C'est instantané l'envoi des données? Tout à fait. D'accord, donc on sait tout de suite si ça a bougé? Oui, globalement on avertit dans la minute. Ok. Est-ce qu'on sait paramétrer pour dire je sais qu'entre telle heure et telle heure, je vais toujours utiliser l'outil, ou alors on doit le débloquer à chaque usage? Alors là, c'est dépendant des clients, donc c'est de la customisation qu'on peut faire pour chaque client. D'accord. Voilà. Ouais, on peut dire par exemple du lundi au vendredi de 7h à 20h, j'ai pas envie d'avoir le bip. Donc c'est fait automatiquement. Voilà. Donc ça peut être des services supplémentaires que l'on peut proposer aux clients. Voilà. On a des clients qui nous le demandent sur une flotte de véhicules. Voilà, parce que chacun va avoir des cas particuliers. Il y a des gens qui ne vont travailler que le week-end, d'autres qu'en semaine. Voilà. Oui, bien sûr. Donc j'allais dire, c'est vraiment un usage bien précis, bien déterminé contre le risque de vol. Voilà, on a vraiment pris ce créneau-là, vol. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis ça pourra peut-être aider les agriculteurs aussi à pourquoi pas trouver, j'allais dire, un moyen de suivre leur matériel, d'éviter de se faire voler parce que ça. C'est un vrai fléau aujourd'hui. Ça revient un peu cher, c'est sûr. Ok. Merci Thierry. Bonjour Colin. Bonjour Thierry. Alors donc tu es responsable de la société Carbon-Bee, c'est ça, qui a un nouveau système qui s'appelle Impact? Voilà, donc moi je m'occupe des activités agricoles chez Carbon-Bee, donc qui a lancé en février dernier sur le CIMA une solution qui s'appelle Impact. D'accord. Pour le pilotage des herbages en grande culture. D'accord. Alors c'est une approche un petit peu nouvelle parce qu'on s'intéresse à automatiser la détection d'adventices. Grâce à des caméras qui sont montées la plupart du temps sur des rampes de pulvérisateurs. Donc si on prend un petit peu rapidement l'historique de Carbon-Bee, nous on a été créé en 2015, on vient de Valence dans la Drôme. Notre activité aujourd'hui, on développe des solutions d'imagerie. Donc on a développé une technologie d'imagerie qu'on appelle hyperspectrale, qu'on a combinée à des travaux d'intelligence artificielle pour automatiser soit la détection d'espèces de mauvaises herbes, soit la détection de maladies foliaires. Quand on dit hyperspectral, c'est-à-dire que c'est une espèce de caméra qui va aller visionner quelque chose, mais qui a une capacité de visionnage supérieure à une vision classique. Alors c'est ça? En fait, on va prendre des images où on a une dimension spectrale, c'est-à-dire sur chaque pixel, on va avoir des informations qui vont de 300 nanomètres jusqu'à 1000 nanomètres. Et ça, c'est intéressant parce que ça va nous apporter des informations sur la physiologie de la plante. D'accord. Et derrière, on vient traiter ça, automatiser une détection pour finalement qu'est-ce qui se répète finalement dans ce symptôme qu'on va lui montrer une fois, deux fois, trois fois, un certain nombre de fois. Et au bout d'un moment, l'algorithme va être tout seul comprendre qu'est-ce qui est spécifique à ce symptôme, à cette dicote, à cette plante. Et donc, derrière, va comprendre que c'est ça qu'on veut lui faire apprendre. Parce que quelque part, le but du jeu, c'est de dire, l'œil humain arrive à reconnaître les formes ensemble. Là, la caméra va aussi reconnaître des formes ou à l'intérieur de l'image, quoi. Ouais, donc elle travaille aussi sur la dimension de forme et de texture, mais il y a aussi cette dimension signature spectrale. Et donc, en fait, ça va nous donner beaucoup d'informations pour qualifier correctement. Et donc, je prends l'exemple, on va travailler jusqu'à 1000 nanomètres. Donc, il y a toute une zone du proche infrarouge où il y a beaucoup de phénomènes de la plante qui s'expriment. Et on va pouvoir capter cette information. Nous, humains, on ne le voit pas. Et là, on aurait une différence entre une feuille de pomme de terre et une feuille de chardon, j'allais dire bêtement. Et quelque part, la caméra va dire
moi je la vois vert, l'autre du coup je la vois rouge, et donc c'est un élément à éliminer, quoi. Exactement. Après, le chardon, il y a une forme qui est spécifique, oui, une texture, etc. Mais du coup, l'intérêt, c'est aussi de regarder un peu ce qui se passe sur les graminées, par exemple. Des plantes qui sont beaucoup, très proches, mais qui finalement ont des signatures spectrales qui sont... déjà reconnaître parfois du blé à de l'orge, pour certains, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, on traite des cas qui sont, j'ai envie de dire, relativement simples, parce que les plantes sont très différentes de par leur forme. Donc, la signature spectrale, finalement, vient compléter ce renfort de décision. Et on travaille aussi sur d'autres cas où c'est beaucoup plus compliqué, où c'est difficile pour un humain de faire la distinction. Là, on a développé d'autres procédés pour automatiser ça. Après, aujourd'hui, le vrai focus marché pour nous, c'est solution impact pilotage des herbages. Donc, on a fait une priorisation. On a identifié blé, maïs, colza, les cultures des rotations blé, maïs, colza en Europe de l'Ouest. Et après, aujourd'hui, nous, en fait, on a deux types d'interlocuteurs. On a le marché des conseillers, de la distribution des produits phyto, de l'accompagnement dans ce positionnement des produits. Et de l'autre côté, il y a le marché de l'agroéquipement. Oui. Et donc, on travaille avec les deux côtés. D'accord. Historiquement, depuis le début de la société, c'était plutôt un contact avec les coopératives. Et depuis 2 ans, on a développé des contacts avec le monde de l'agroéquipement. Alors que ce soit des fabricants de pulvérisateurs, des outils de binage, mais aussi de la robotique. Ok. Et du coup, la solution Impact, elle vient aborder ces deux aspects, ces deux abords. D'un côté, on va pouvoir faire des cartographies de la flore adventice d'une parcelle pour pouvoir faire un conseil phyto et pouvoir positionner exactement, faire le bon mix chimie, calculer, identifier les dosages et potentiellement faire une carte de modulation d'herbicide. D'accord. Parce que, j'allais dire, ce module de vision, on l'a quoi, sur le pulvérisateur, on l'a sur un drone, on l'a... Sur la rampe. C'est sur la rampe, c'est vraiment du contact proche, direct. Tout à fait. Donc on s'installe sur la rampe, c'est un capteur tous les 3 mètres. D'accord. Qui va regarder quelques mètres devant la rampe. Et donc là, nous, on a développé tout un système, la console dans la cabine, etc. Tout l'ensemble qui fait qu'un agriculteur n'est pas perdu et il se retrouve dans un élément classique. D'accord. On va utiliser le 12 volts qui vient de l'automoteur, du tracteur, enfin des choses classiques. Potentiellement, on va récupérer les signaux RTK déjà existants sur le véhicule aussi. D'accord. Donc ça, c'est une approche, on peut venir travailler en seconde monte sur un véhicule, sur n'importe quel type de véhicule, pour faire des cartographies. Avec cette approche, je fais la carto, puis après je fais mes décisions agronomiques pour faire de la modulation. Et puis avec les agroéquipementiers, on va plutôt travailler l'autre approche, c'est de piloter directement la buse, directement au fur et à mesure du véhicule qui avance. C'est le vrai cas que nous on appelle temps réel, certains l'appellent spot and spray. Voilà. Ok. Ça, du coup, il y a quand même des précontraintes sur le temps de réaction, de l'électronique et de l'hydraulique du pulvérisateur. Donc du coup, c'est des choses qui sont très proches du machinisme. Voilà. On ne peut pas non plus le faire sur n'importe quelle machine. Voilà. D'accord. Ouais, il y a un équipement quand même qui est adapté. Enfin, j'allais dire sur des nouvelles machines qui ont les systèmes de coupure tronçon. J'imagine qu'après buse par buse, on arrive à réguler ça, quoi. Et évidemment, c'est encore mieux si on en buse à buse. Voilà. Mais on pourrait le faire par tronçon de rampe. Tout à fait. C'est pas forcément gênant. Voilà. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va chercher à travers ça? Évidemment, c'est la réduction de l'intrant herbicide. Oui. Je pense que tous les... C'est la problématique de tout le monde pour une question économique et puis environnementale. Les prix ne vont pas en s'améliorant. Ouais, bien sûr. La dimension environnementale, c'est une évidence. Et après, il y a 2 autres sujets qui nous intéressent à aller chercher derrière. Il y a les problèmes de risque de résistance. Ouais. Si je connais mieux ce qu'il y a dans ma parcelle, je vais peut-être pouvoir faire des choix un peu différents, mieux dosés. Ouais. Et puis, le troisième élément qui nous intéresse, où on est peut-être un peu plus interrogatif là-dessus, c'est aussi un pari pour nous de se dire si j'ai une cartographie de ce qu'il y a exhaustivement dans ma parcelle, c'est aussi une façon peut-être de benchmarker la façon dont je travaille toute l'année, sur tout le cycle technique. Et c'est une façon de comprendre un petit peu, mes chardons, ils sont là cette année, et l'année d'après, ils étaient là, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. D'accord. On arrive à quelque chose un peu, une cartographie déjà des adventices. Pour l'instant, a priori, on n'en a pas. Enfin, j'en connais pas, moi. À part peut-être dans le visu, voilà, mais ça se fait pas tellement, même en chardon. Il n'y a pas de service existant aujourd'hui. Il n'y a pas de service, même par satellite ou quoi que ce soit. C'est trop détaillé, je pense. Et c'est pour ça que votre capteur, il est proche du sol pour pouvoir y arriver. On arrive à détecter dès les premiers stades, et c'est ça qu'on cherche de toute façon aujourd'hui. Et on arrive vraiment dans une agriculture scientifique aussi, quelque part, où voilà, on va pouvoir analyser des phénomènes, des évolutions, peut-être par
la suite. Bon, le premier intérêt pour l'agriculteur, c'est de dire, si j'ai ces capteurs-là, soit j'ai fait une cartographie et puis je peux repasser éventuellement lorsque je fais un anti-chardon et puis les dégager en même temps, ou cibler des ronds voilà, pour limiter l'usage. Et voir éventuellement l'année suivante, bah tiens, je savais que là j'avais ça, j'ai traité comme ça. Bon bah là j'ai réussi à limiter le développement. Il y a une approche très court terme. Bah faut que je traite, faut que j'économise et faut que je mette un petit peu de produit pour la réglementation. Puis il y a des visions un peu plus moyen long terme, une vision un peu plus, je m'autorise le terme agroécologique. Oui. C'est de comprendre ce qui se passe dans les parcelles. Voilà. Donc voilà les différentes dimensions de cette solution. D'accord. Et actuellement, vous êtes en cours de développement, c'est déjà en pratique utilisé, c'est en test. Ouais. Alors aujourd'hui, nous sur cette solution, on est sur des machines en pré-série. D'accord. Donc on consacre les années 2019 et 2020 à déployer des machines auprès de partenaires qui vont les tester. D'accord. Donc vous avez plusieurs partenaires dans le machinisme. Exactement. Vous n'êtes pas exclusif sur... Voilà. Dans le machinisme et auprès de coopératives, de négociations agricoles, des instituts techniques aussi avec qui on travaille. D'accord. Parce qu'on cherche aujourd'hui vraiment à créer de la référence. Parce que ça va changer un petit peu la façon de travailler, le désherbage. Et donc on cherche vraiment à créer de la référence et que on se donne 18-24 mois de recul sur cette technologie-là. Qu'est-ce qu'on va gagner exactement, économiquement, agronomiquement, et parce que chaque région est différente, chaque ferme est différente quelque part. Et donc aujourd'hui, il nous faut construire du concret. Ouais, bien on a sûr. développé la technologie jusqu'à présent et maintenant on la teste et on ajuste les quelques éléments. D'accord. Il faut ajuster. Voilà. Ok. Donc 2 années de développement. Ça veut dire que 2021, je vais pouvoir acheter cet appareil-là pour le mettre sur mon pulvé. Donc effectivement, aujourd'hui, ce qui est visé, c'est on a lancé, j'ai envie de dire, ce pré-lancement en pré-série ce début d'année. Et c'est que sur le 2e semestre 2020, on va passer à des vrais lancements commerciaux. Alors nous, il y a notre marque Impact. Et puis après, j'ai envie de dire, nos partenaires constructeurs feront leur lancement et c'est propre à eux. D'accord. Donc, j'allais dire, c'est vraiment demain, quoi. C'est dans pas longtemps. Ouais. D'accord. Bon, j'imagine que c'est un coût quand même qui est assez important d'avoir des capteurs tous les 3 mètres pour pouvoir analyser ça. Donc évidemment, il y a beaucoup d'électronique en jeu pour réaliser ça, parce qu'il y a quand même un vrai challenge technique pour arriver à résoudre ce sujet. Aujourd'hui, nous, la stratégie qu'on amène, c'est d'essayer d'arriver à toucher le maximum de fermes possible. Alors, on a fait une segmentation au marché et c'est pour ça qu'on va aller sur plusieurs business models pour adresser des très grosses fermes et des prestataires de services, des pulvérisateurs qui vont faire beaucoup d'hectares à l'année et qui vont avoir une approche. Je pense que c'est là où il y a la rentabilité. J'investis et j'amortis en utilisant le maximum. Et puis il y a les autres fermes qui va falloir adresser. Et là, on est en train de réfléchir à mettre en place des facturations par hectare. D'accord. Avec une approche à l'usage qui va nous permettre d'atteindre des exploitations de type 250 hectares. Ça, c'est une cible qu'on souhaite pouvoir atteindre. D'accord. Ouais, donc certains, pas les tout petites exploitations, mais en même temps, petites exploitations, ça arrivera peut-être par la suite, ou alors, j'allais dire, c'est comme nous en Cuma, quoi. Moi, j'atteins pas les 250 hectares, et clairement sur certains produits, ça peut être intéressant aussi. J'imagine que le but du jeu, c'est de le rendre économique aussi. Alors, on fait beaucoup de calculs chez nous, beaucoup de simulations effectivement sur les tailles de ferme, les types d'itinéraires techniques, les types de désherbants qui sont utilisés, etc. Donc, on prend le sujet à cœur, effectivement. C'est vraiment une question d'adoption. Si le coup, ça colle pas, il faut d'abord rentrer là-dessus. Ça pourra pas matcher, quoi. Voilà. Bien sûr. Même s'il y a plein d'arguments qualitatifs autour, il faut quand même qu'il y ait une réalité économique concrète. Et donc on prend vraiment le sujet à bras le corps là-dessus. Et avec les CUMA, avec les ETA, avec l'évolution du service auprès des coopératives, on pense que tout ça, c'est des facteurs qui vont aider. Voilà. Et on n'est pas uniquement dans de l'agroéquipement pur et dur. D'accord, ouais. Ok. Et des choses vont s'ouvrir. Bon, très bien. Merci pour ces belles recherches qui vont nous aider peut-être à l'avenir à, j'allais dire, pulvériser autrement aussi et puis limiter notre impact environnemental parce que c'est bon pour notre portefeuille et puis pour notre, j'allais dire, notre vision vis-à-vis du grand public, c'est important. Ok, merci. Merci à toi. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors on continue notre émission du Rendez-vous Agri. Alors donc tu es au sein d'Ecosystème. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est qu'Ecosystème ?
Alors, Écosystème est une société qui proposons des formations mixtes digitales, c'est-à-dire une plateforme d'e-learning et des journées terrain sur des pratiques agricoles, c'est-à-dire en agriculture de conservation et en agroforesterie, donc qui touchent l'agroécologie. Donc on accompagne des agriculteurs dans leur transition agroécologique ou, je dirais, de former sur des pratiques très techniques d'agriculture de conservation ou d'agroforesterie pour des agriculteurs qui sont déjà dans une logique agroécologique. D'accord. Donc c'est d'aider à accompagner les agriculteurs vers la transition. Tout à fait. Alors entre autres, toi tu es associé aussi avec Mathieu Archambault qui est Exactement. très connu en tant que formateur En agriculture de conservation. En agriculture de conservation. J'imagine qu'il y a d'autres aussi formateurs. Oui, il y a Nicolas Courtois, Frédéric Thomas, aussi Franck Bechler qui est spécialisé dans l'élevage. On a Victor Le Forestier, donc ça c'est la partie agriculture de conservation, et on a l'autre pôle qui est agroforesterie qui est formé par, enfin les formateurs sont issus de la SCOP Agrouf. Donc ça fait 20 ans qui font de la recherche sur des projets agroforestiers et qui font de la formation en agroforesterie. D'accord. Alors, et la formation mixte digitale, comme on dit, c'est une partie e-learning, c'est-à-dire on peut avoir en ligne les vidéos, on se forme, on a des questionnaires, on répond. C'est à son rythme, chez soi, quand on veut, comme on veut, c'est ça. Mais il y a aussi une partie obligatoire qui est terrain. Une journée ou deux. Voilà. Alors ça permet quoi? Ça permet de compléter. Alors la journée terrain, elle se fait à la fin, avant. Alors elle va se faire surtout plus ou moins au milieu, c'est-à-dire ça commence par la plateforme d'e-learning et donc c'est 8 heures de cours en ligne où ils ont un mois avant la phase terrain pour le faire, donc ils le font à leur rythme. C'est des chapitres. Il y a une validation après chaque chapitre, donc ça peut être sur les sols. Donc ça va être toutes les bases d'agronomie par rapport au sol. Si on parle des couverts végétaux, on va parler de la fertilisation des sols, etc. Et puis une partie aussi sur l'agroforesterie. Et à chaque fois, il y a des quiz ou des sortes d'applications pour valider leurs acquis. Et si tu veux, ça permet le jour de la journée terrain présentielle, ce qu'on appelle présentiel, que le groupe de 10-15 agriculteurs soit au même niveau de connaissances plus ou moins, et qu'ils aient des questions, qui permettent d'aller directement dans le fond ou dans les spécificités du travail. Donc ça peut être sur des grandes cultures, ça peut être sur la viticulture, et au moins ils arrivent avec leurs questions et ils savent de quoi on va parler. D'accord, donc le terrain a été dégrossi au départ par la formation pour être sûr que tout le monde ait acquis à peu près les mêmes connaissances. Et pour le formateur, ça permet aussi de savoir qui est plus ou moins à des difficultés ou pas de compréhension ou à pêcher sur certains chapitres. Donc, il peut reprendre aussi quelques notions et leur expliquer. D'accord. Et est-ce que dans la partie, j'allais dire e-learning, il y a aussi un accompagnement? On peut poster des messages, on peut avoir des réponses à des questions? Alors oui, il y a un forum. D'accord. Donc c'est un groupe en fait un groupe à la formation. Et ils peuvent aussi échanger leur expérience. D'accord, donc poser des questions entre eux. Entre eux, avec le formateur aussi? Alors, non. Non, pas au départ. Pas au départ. D'accord. Parce que justement, le formateur, il a envie aussi d'être un peu neuf et d'avoir un peu de pouvoir réagir, je dirais, d'une manière assez concrète et de répondre aux questions sur le terrain. Après, par contre, ils ont un mois pour terminer le cours en ligne après le terrain, et là ils peuvent poser des questions aux formateurs, etc. En général, il y a peu de questions après formateurs. Souvent ils nous redemandent encore des vidéos. D'accord. La difficulté, c'est la connexion, la première connexion. D'accord. Le petit frein, il est là. Le contact, la prise de contact d'y aller. La prise de contact, c'est d'aller sur la plateforme, voilà. Mais après, vraiment, quand ils y sont, c'est vraiment que du bonheur.
D'accord. Et alors la durée d'une formation, c'est combien? Il y a 7-8 heures. 7-8 heures de vidéo plus une journée. Et une journée de 7 heures terrain. D'accord. Et c'est vraiment sur des thématiques bien précises en fonction de la demande, enfin de votre offre aussi, je suppose. Mais voilà, de notre offre et puis des techniques par rapport à des cultures. D'accord. Voilà. Selon le type de production. Exactement. J'imagine qu'un céréalier qui fait du semi-direct n'aura pas les mêmes questions qu'un maraîcher qui fait ou un viti. D'accord. Donc il y a vraiment des spécialisations. Ouais. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire sur l'écosystème. Ça fait déjà quelques temps que ça existe. Ça existe depuis début 2018. Ouais. On a formé plus de 1500 agriculteurs depuis. C'est financé par le Vivea? C'est financé par le Vivea. D'autres organismes éventuellement? Alors, on commence à faire sur d'autres organismes, mais je dirais 90% c'est du Vivea. D'accord, ça dessine aux agriculteurs. C'est des agriculteurs. Donc, on a lancé l'année dernière, donc en octobre, les rendez-vous d'une campagne agricole. Donc, c'est un cycle de webinaires. Donc, un webinaire, c'est une conférence en ligne. D'accord. Un peu ce que tu fais. Ce que tu fais dans le rendez-vous agri, ouais, ok. Avec Frédéric Thomas. Et là, c'est pendant 8 mois, en fait, un live par mois. Alors là, c'est privé, c'est-à-dire que c'est payant. C'est 185 € hors taxe. Ils s'inscrivent et ils peuvent échanger via des questions. D'accord. Et donc, c'est les thématiques. Et après, ils peuvent retrouver le webinaire en ligne sur un replay et des bonus vidéo en plus. D'accord. Vraiment, qui va compléter. On va parler des couverts végétaux. Donc, il y aura une conférence plus des bonus. Et donc ça, on les relance. On a eu à peu près plus de 300 inscrits. D'accord. Pour une première année. Et donc là, la deuxième saison. Et à partir du mois de février, on va lancer le rendez-vous des experts. Donc, il y aura un expert par type de sujet spécifique sur l'agriculture de conservation. Donc on essaye de former d'une manière classique et puis mais d'accompagner aussi. Et d'accompagner à travers des nouveaux outils, ce qui n'est pas complètement nouveau, des conférences. Ce qui est nouveau souvent pour les agriculteurs, quoi, voilà. Et ça leur permet de rester chez soi et de pouvoir le faire à leur rythme. Ouais, le gros avantage du système, c'est de pouvoir dire, on peut sans passer trop de temps. J'imagine que les webinaires, ça se passe en soirée ou en fin de journée. 19h, 20h, 20h30. Ouais, voilà. Donc ça permet de pas être en plein boulot, de pas avoir à quitter son exploitation, tout en pouvant suivre. Et j'allais dire, l'échange se fait, se suppose naturellement. On pose ses questions en direct. Ouais. Il y a un chat. Il y a un chat. D'accord. C'est une plateforme de webinaire. Donc, ils posent leurs questions. Il y a Mathieu qui fait office de modérateur et d'animateur, parce que c'est important d'échanger, de séquencer avec Frédéric. Et alors, il y a des thèmes sur ces webinaires qui sont donnés à un moment donné? Tout à fait. Il y a vraiment des thèmes. C'est les sols, les couverts végétaux, le semi-direct, l'élevage en agriculture de conservation. C'est vraiment à chaque fois. Donc, alors, ça s'adresse aux différentes agricultures. Je suppose que si on est en semi-direct, en TCS, il y a c'est plus généraliste. Il va rentrer une vision un peu plus globale que par rapport à une formation qui va parler que de TCS ou de semi-direct. Ça s'adresse aussi aux agriculteurs en bio ou pas? Bien sûr. D'accord. Il y a des sujets spécifiques bio? Non, il y a pas mais ça peut être intégré. Il y a des techniques qui peuvent utiliser complètement en bio. Donc vous avez des agriculteurs qui sont en bio ou en conversion, j'imagine, qui sont aussi dedans. Ok. Ouais. Comment on peut se renseigner sur l'écosystème? www.ecosysteme.com. ICOSYSTME, donc .com. Voilà, et là, il y a toutes au niveau des informations sur nos formations, les modules et puis les webinaires pour s'inscrire en direct sur le site. Donc on peut tout avoir en ligne et on peut avoir certainement des infos, appeler pour avoir des renseignements si jamais il y a tout ce qu'il faut sur le site. Oui. C'est en ligne, mais on a aussi le contact humain. On garde le contact humain. C'est très important. Oui, je pense. C'est très important. Merci beaucoup Arnaud. Merci, et puis de nous avoir présenté ça. Et puis si vous voulez vous former
et puis continuer à avancer dans votre progression. Je pense que c'est un bon moyen. Moi, je le pratique pour le machinisme un petit peu, donc voilà, je pense que c'est vraiment l'idéal. Merci. Merci Thierry. Voilà, bonjour Roman. Bonjour. Alors, tu es donc, j'allais dire, créateur de la société Litus. Alors, si j'ai bien compris, c'est des capteurs connectés pour des animaux, des bovins essentiellement, mais ça, j'allais dire, une orientation un peu différente de celle qu'on connaît, étant donné que le but du jeu, c'est de mesurer le bien-être animal. C'est bien ça? C'est ça. Alors, nous pouvons faire 3 choses. La première, c'est la détection des chaleurs. Voilà, les cycles de reproduction qui est très demandé par les éleveurs. La deuxième, c'est l'anticipation des troubles de santé à partir de l'étude du comportement pour savoir à chaque moment si la vache mange, rumine, elle est en repos, en forte activité. Et la troisième chose totalement innovante, c'est l'évaluation du bien-être. C'est les conforts, on peut mesurer les conforts thermiques et les conforts lumineux de chaque vache et du troupeau. En plus, nous pouvons aussi compter les jours de pâturage du troupeau depuis le début de l'année. D'accord, donc c'est vrai que l'originalité de la chose, c'est pas d'avoir un collier, on connaît ça depuis des dizaines d'années, j'allais dire, au niveau des élevages. Par contre, c'est l'approche. Alors, j'allais dire l'approche un peu sociétale, c'est quand même un besoin, une demande de la société maintenant. Mais l'agriculteur, quelque part, lui, comment il va pouvoir valoriser ça? C'est par l'intermédiaire d'une coopérative, d'un organisme? Comment ça se passe? Il y a des coopératives, aussi des industriels laitiers qui demandent chaque fois plus de bien-être pour les animaux, plus de jours de pâturage. Mais aussi, il y a des audits, c'est pas forcément la coopérative ou l'industriel qui va venir voir si les troupeaux il est en bien-être, sinon qu'il y a des entreprises d'audit qui viennent voir si les troupeaux, il y a les critères de bien-être, les 12-15 critères qu'il y a, s'ils les remplissent. Et en plus, ils ne peuvent pas mesurer à l'instant les conforts thermiques, les conforts lumineux, les jours de pâturage, mais avec notre outil, nous pouvons remplir cette demande. Cette mission-là. D'accord, d'accord. Et ça peut être une demande de quoi? De l'acheteur final? Ça peut être les supermarchés qui demandent éventuellement ou pour prouver vraiment que j'allais dire, la bête est bien considérée, quoi. C'est ça, finalement. Quand on va dans les supermarchés, on voit chaque marque des produits laitiers. Ça peut être pour n'importe quel produit, de la crème ou du lait ou du lait bio, du fromage, qu'il dit OK, l'entreprise est engagée pour le bien-être animal, pas d'alimentation OGM, un cahier des charges de bien-être et avec notre collier, nous pouvons remplir, comme je disais, les charges. D'accord. Automatiquement. Hein. Vous avez combien de sociétés actuellement, enfin combien d'exploitations agricoles qui sont couvertes avec votre produit? Alors nous sommes créés il y a 9 mois. On a commencé une période de bêta-test avec des clients, des organismes qui nous font appel. Maintenant, on prépare l'industrialisation pour fabriquer des centaines et après, ça sert des milliers de colliers. Maintenant, nous avons 60 colliers sur le terrain sur 5 exploitations. D'accord. Et il y a de plus en plus de commandes. Et juste, nous travaillons sur l'industrialisation pour pouvoir fabriquer plus facilement des colliers et faire face à la demande. Ouais. Alors j'imagine qu'il y a un fort travail sur l'algorithme pour arriver à compiler l'ensemble des données, que ce soit peut-être la météo, l'ensoleillement. Donc il y a des capteurs qui sont plus spécifiques et qui n'existaient pas auparavant sur d'autres colliers, ou alors c'est rien que par la démarche et l'algorithme, le calcul, que vous arrivez à vérifier, à mesurer le bien-être de l'animal? Il y a les deux parties. En termes de colliers, il y a plus de capteurs, il y a plus de données qu'on collecte et dans les serveurs, l'analyse, on continue à travailler sur ça pour croiser les données qui arrivent de ces colliers, de colliers des autres vaches aussi. On voit les capteurs sur un collier, les capteurs sur tous les troupeaux et avec ça, avec des algorithmes, on arrive à anticiper des maladies, à dire si la vache est en stress thermique, si elle est en plein soleil aussi, différents comportements, paramètres. Ok, donc vraiment une entreprise, j'allais dire, qui est
qui est en phase avec les demandes qu'on commence à avoir, nous, en agriculture, de prouver quelque part. Alors, ça me gêne quelque part de dire qu'on doit le prouver, mais quelque part de dire, voilà, vous pouvez nous aider à montrer qu'on fait les choses bien et les mesurer, quoi, parce qu'à un moment donné, ça devient scientifique. C'est intéressant et c'est vraiment une demande qui croît. Je suppose que vous avez eu des contacts pas mal avec des sociétés aussi pour ce type de besoin, alors. Oui, c'est pour aider les éleveurs, c'est voilà, pour le bien-être, mais aussi pour aider les éleveurs parce que toutes ces informations vont être sur la plateforme des données directement enregistrées. Alors, si l'éleveur, quand je disais l'audit, quand il arrive, alors la personne, l'éleveur, il peut déjà prouver que ces vaches, pendant les derniers 6 mois, on était bien à l'aise, qu'ils sont sortis en pâturage et beaucoup d'autres choses. C'est aussi automatiser le travail. Ok. Bon, et ben merci beaucoup pour cette explication et puis bonne continuation. Merci Thierry. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors donc, je me trouve ici avec Adrien qui travaille chez Business France, c'est bien ça. Et tu aides les startups ou les entreprises, pas forcément les startups, à partir à l'export, c'est bien ça. Vous, votre objectif, c'est de donner les capacités, les moyens pour pouvoir, j'allais dire, proposer à des sociétés françaises de faire du business avec l'extérieur dans le but de faire rayonner la France à l'étranger. C'est bien l'objectif? C'est exactement, très bien résumé. D'accord. On a essentiellement 2 missions. Voilà, c'est d'accompagner les entreprises françaises donc, à l'export. Et la deuxième, d'attirer les investissements étrangers en France. On est un organisme public. Et donc nous, particulièrement, au sein de Business France et au sein de l'agroalimentaire, nous avons une équipe dédiée justement à l'accompagnement des startups et des PME innovantes sur les sujets food tech, ag tech et wine tech. D'accord. Donc si une société cherche un moyen de partir à l'étranger, elle va trouver chez vous, j'allais dire, quel accompagnement? Comment vous allez pouvoir l'aider? C'est vraiment du sur-mesure, dans le sens où on part du besoin de l'entreprise. Si c'est de la simple mise en relation de contact sur place dans un pays cible, ou bien tout simplement une étude de marché ou savoir comment exporter de manière sur des sujets basiques, jusqu'à l'implantation locale dans un pays cible. D'accord, donc vraiment l'objectif c'est de dire on va vous prendre par la main pour vous accompagner, vous faire découvrir un peu les modes opératoires. Alors ça peut se faire sur tous les pays, sur tous les continents? Nous sommes présents dans 70 pays. D'accord. 70 pays, au sein des ambassades de France ou des consulats de France à l'étranger. Donc on a aussi cette casquette diplomatique pour appuyer nos démarches et les démarches des entreprises à l'export. Donc oui, on couvre vraiment tous les continents et un grand nombre de pays. Ouais. D'accord. Et quelque part, avoir une étiquette, quand vous accompagnez, on a le petit logo de la Marianne, c'est ça, qui accompagne. On est aussi, je pense, regardé un peu différemment par les clients éventuellement ou les pays qui vous reçoivent, quoi. Tout à fait. Dans certains cas, une entreprise seule qui souhaiterait rentrer en contact avec un ministère ou des coopératives agricoles locales aurait beaucoup plus de difficultés à obtenir ces contacts que en y allant avec justement l'appui diplomatique et notamment derrière de l'ambassade de France présente localement qui tisse des liens assez étroits justement avec leurs homologues locaux. Donc voilà, c'est une réelle aide pour ouvrir des portes, je dirais. D'accord. Et est-ce qu'il y a, j'allais dire, une importance, une taille à avoir au minimum, ou est-ce qu'on peut y aller quand on est une petite structure où il faut avoir déjà un certain niveau? Alors, toutes les startups ou toutes les entreprises ont différents degrés de maturité, notamment en ce qui concerne l'export. On a des missions justement qui s'adaptent aussi au niveau de maturité des entreprises. Donc on a des missions de découverte pour des startups qui sont un peu moins prêtes à l'export, mais qui justement ont besoin de savoir ce qui se fait sur des marchés étrangers pour connaître un peu la concurrence, savoir ce qui se fait vraiment dans les marchés voisins. Et on a vraiment des missions d'accélération avec, pour le coup, des entreprises beaucoup plus matures, sur des périodes un peu plus longues et dont la finalité est vraiment de s'implanter sur le marché visé. D'accord. Donc ça peut être soit de l'étude, donc une approche pour quelqu'un qui n'est pas très avancé, mais aussi vraiment de la mise en place et de l'implantation pour des structures qui peuvent avoir un gabarit assez important, quoi. Exactement. Ok. On travaille vraiment dans la mini start-up au grand groupe qui souhaite développer une filiale locale. D'accord. Donc là, le but du jeu, de la discussion, c'est de dire n'ayez pas peur, pourquoi pas aller les voir.
au pire, j'allais dire, si ça peut pas matcher, vous le direz, mais je suppose que vous êtes accessible, il n'y a pas de... J'allais dire, il n'y a pas de barrière pour aller jusque chez vous? Aucune barrière. On est présent à Paris, mais également en région. Donc on a des correspondants locaux dans toutes les régions de France. On est placé justement maintenant sous les CCI et on travaille avec les bureaux BPI aussi en région pour justement aider au financement des entreprises pour aller à l'export. Donc n'hésitez pas, surtout venez nous voir en région ou à Paris, on saura vous recevoir. Et justement, c'est une chose qui est aussi importante, c'est que si l'export vous n'êtes pas suffisamment prêt pour l'export, on saura vous le dire aussi. D'accord. Et on saura vous donner les clés, les outils pour justement vous y préparer. Donc c'est pas uniquement quand on est prêt, on connaît son truc pile poil, on peut y aller en mode découverte et apprentissage, quoi. Exactement. Les graines que vous plantez maintenant, vous les récolterez dans 2-3 ans s'il le faut, mais il faut commencer un jour pour justement mettre en place ce genre de démarche et de préparation pour créer des contacts et créer des courants commerciaux à plus long terme. D'accord. Et alors, comment on contacte Business France? Il y a un site internet, il y a des numéros locaux, on cherche dans l'annuaire, sur internet, sûrement, je suppose. Déjà, on a un site internet qui est très bien fait, sur Twitter aussi, sur le compte BF Agrotech. Et puis LinkedIn aussi avec les membres de mon équipe. Donc, Donc une société qui communique, qui est dans son temps théoriquement, doit arriver à vous joindre sans problème, quoi. Exactement. Ok. Bon, ben merci beaucoup pour cette présentation. Et puis voilà, si vous êtes intéressé aussi, pourquoi pas aller les contacter. En tout cas, ils sont très sympas. Voilà, merci. Voilà, alors on arrive à la fin de ce numéro spécial du Rendez-vous Agri. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, ces différentes startups, ces différentes organisations. En tout cas, moi j'ai pas mal apprécié de pouvoir le faire. Si c'est le cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, de me mettre une note aussi sur iTunes. Mettez-moi 5 étoiles, ça me fera vraiment plaisir. Ça aidera aussi d'autres personnes à découvrir ce podcast. Voilà, moi je vous dis donc au prochain Rendez-vous Agri. Donc ce sera lundi dans 15 jours, comme d'habitude. Si tout va bien, à moins qu'on soit bloqué par la moisson, mais sinon, normalement, ça devrait pouvoir se réaliser. Et puis, donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir les anciens numéros. Les autres, vous pouvez toujours les retrouver. Je vous mets dans les notes du commentaire les différentes, adresses des sociétés. Et puis, je vous mets aussi, bien entendu, le lien pour pouvoir retrouver les anciens numéros. Allez, moi, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Et surtout, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!